Mambanda Diouf et je suis une jeune et femme de 25 ans. Et ma question, c'est aujourd'hui avec le PSE, comment adressez-vous la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes? Et comment aussi adressez-vous la problématique de l'inclusion des populations en zone rurale? Merci. Je vous remercie, Mambanda Diouf. Donc, c'est mon esclave sérère. Ou alors, c'est la maîtresse, parce que j'accepte d'être l'esclave des sérères. Alors, comment prendre en charge la problématique de l'emploi des jeunes? Et aussi, vous avez posé une seconde question très importante, comment prendre en charge l'inclusion en milieu rural. Donc, deux problématiques fondamentales pour le développement humain. Mes expériences diverses dans le gouvernement, comme ministre, Premier ministre, et également mon expérience en tant qu'homme politique à la recherche de la connaissance de la réalité profonde de notre pays, qui m'a permis de découvrir le Sénégal des profondeurs dans sa nudité. Pendant 3 années, m'ont permis de mettre un visage sur la réalité de la pauvreté dans notre pays. Puisque le plus fondamental pour un être humain, c'est d'avoir accès à une eau potable, d'avoir accès à une énergie minimale pour l'éclairage, pour la transformation des produits, mais aussi d'avoir accès aux soins de base, d'être connecté au monde par des voies de communication. Or, j'avais constaté au cours de ce périple que ces fondamentaux n'étaient absolument pas au rendez-vous dans le milieu rural, tout comme en milieu périurbain, même dans les banlieues. Alors, c'est de là que j'ai eu l'idée de donner des réponses concrètes à ces problématiques. Accès à l'eau potable, accès à l'électrification rurale, accès par la connectivité, donc résoudre le problème du désenclavement. Et enfin, l'autre difficulté majeure que j'ai constatée dans le pays, c'est qu'au moment où le débat sur la parité fait rage dans les villes, mais nos femmes rurales sont réduites encore à la corvée de l'eau, ont des difficultés d'accès aux soins de santé, et il fallait surtout alléger la pénibilité du travail des femmes. Alors, c'est de là où j'ai conçu le programme d'urgence de développement communautaire, qui répond à ces 4 problématiques. Puisque l'emploi formel, l'emploi étatique, représente une portion congrue sur les demandes d'emploi. Donc, si nous voulons donner une perspective d'emploi réel, il nous faut développer l'esprit d'entrepreneuriat, il nous faut accompagner l'entrepreneuriat, et l'économie numérique, les startups numériques constituent véritablement une des réponses les plus pertinentes qui soient pour l'avenir de l'emploi dans ce pays, mais aussi de l'innovation, de la technologie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet après-midi, en vous écoutant et autour de la table au déjeuner, j'ai pu quand même mesurer l'importance des acteurs dans ce secteur. Et je décide, à partir de janvier 2019, de tripler la part octroyée aux startups numériques, qui passera de 1 milliard à 3 milliards sur, bien sûr, l'enveloppe destinée aux startups numériques. En ce qui concerne l'ADER, l'option, c'est pour l'instant de mettre 30 milliards par an. Mais déjà, je suis sûr qu'à partir de 2020, les partenaires vont nous suivre. La BAD s'est déjà manifestée. Et nous avons le signal de la Banque mondiale. Et quand la Banque mondiale donne un coup, c'est un coup KO. J'espère que vous donnerez un coup KO, c'est-à-dire une vraie enveloppe. Et je suis sûr que dans très peu de temps, nous pourrons arriver à 100 milliards par an, mais de façon efficace, pour justement faciliter l'accès au financement à la fois des startups,
mais également dans l'autonomisation des femmes et dans l'entrepreneuriat des jeunes de façon globale, et dans tous les secteurs, agriculture, élevage, aviculture, transformation, mais aussi dans les secteurs, naturellement, de l'innovation, tels qu'aujourd'hui nous le notons. Voilà ce que je voulais dire à Selbé. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Bonjour, chers tous. Je suis Marianne Ouattara Peters, donc fondatrice du laboratoire Farifima Cosmétiques. Donc, ma question serait de savoir comment vous envisagez l'évolution de l'appui aux PME dans les prochaines années. Alors, c'est une question globale. Les PME constituent un maillon essentiel dans la chaîne des entreprises. Et nous avons d'abord les TPE, très petites entreprises. Nous venons de donner un statut à ces TPE. Nous avons la PME, la PMI. Nous avons quelques instruments qui sont mis en place à des PME et d'autres instruments, mais dans le cadre des réformes qui vont être faites en 2019, nous rechercherons la rationalisation et surtout nous pourrons concentrer davantage de moyens, mais sur cibles bien identifiées, puisque nous devons aussi limiter les pertes dans les dépenses de l'État. Je disais tantôt que l'ADER, avant qu'elle n'existe, on donnait aussi beaucoup de financement, éparpillés à gauche, à droite, sans efficacité. Ce n'est pas tant les personnes qui étaient chargées de ces programmes, mais c'était l'activité telle qu'elle était structurée qui ne permettait pas une efficacité et une efficience. Alors pour les PME, il y a d'abord la réglementation, il y a les incitations et il y aura les financements. Bien sûr, l'État doit accompagner, mais le financement global, ce sont les banques qui doivent le faire. Nous pouvons bonifier, contribuer à la bonification, contribuer aux garanties. Évidemment, le reste, c'est le marché qui doit le faire, mais nous allons encadrer les PME et leur cadre d'intervention de façon à être très, très, très fort au niveau de la création d'emplois. Parce que quand vous prenez aujourd'hui l'Allemagne, qui est la première puissance économique de l'Europe, sa structure économique robuste est robuste parce qu'il y a des PME très, très fortes qui entourent le pays et qui accompagnent les quelques grandes entreprises qui sont là. Mais si vous prenez l'automobile, aujourd'hui en Allemagne, bon, c'est de grandes marques, Mercedes, BMW, etc. Mais derrière ces marques, c'est une infinité de PME familiales qui fabriquent des sièges de véhicules, des klaxons, des pneus. Et c'est cela qu'il faut également dans nos pays, comme nous l'avons vu sur le lait, la collecte chez les producteurs. Bakore, je le félicite, il a été très, très dynamique dans son plaidoyer. Il nous a amené, nous, État du Sénégal, à supprimer la TVA, même s'il y a encore un acte, paraît-il, qui reste, mais qui sera fait, croyez-moi, dans la semaine qui vient, pour que cette activité laitière, à partir de nos fermiers, puisse réduire notre importation de lait à l'étranger. Il y a une multitude d'actions que nous pourrons prendre en faveur de la PME. Tant que nous aurons des entrepreneurs dynamiques et engagés, vous pouvez être sûr que l'État du Sénégal, sous ma présidence en tout cas, sera à vos côtés. Nous vous remercions, Monsieur le Président de la République. Une dernière question de Monsieur Oumar Diallo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Oumar. Bon, je souris parce que c'est un rêve pour tout jeune de banlieue d'être en face d'un président de la République et également de pouvoir poser une question qui concerne tout l'écosystème numérique. Monsieur le Président de la République, vous venez de mettre en place aujourd'hui la DER qui a concrétisé en nous donnant des financements, Monsieur le Président de la République, et nous vous en remercions. Ma question est, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Nous, le secteur numérique, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Vous nous avez aidés, maintenant aidez-nous à vous aider. C'est une belle question.
Mais comme je ne veux pas faire de campagne électorale, parce qu'en vérité, bon, j'ai des adversaires que je respecte, même s'ils sont encore à un niveau assez bas. Je dis à Pape Sarr, il ne faut pas les aider à être à un certain niveau. En parlant d'eux tout le temps, ben vous leur donnez du contenu. Vous devez accepter la critique. C'est normal qu'on critique votre action. Il faut l'accepter, c'est naturel. Ils parleront de toutes les façons, quoi que vous fassiez. Faites ce que vous avez à faire et avancez. C'est tout. Alors, maintenant, ce que vous pouvez faire pour moi, c'est ce que vous pouvez faire pour le Sénégal. C'est-à-dire d'abord de profiter de l'écosystème numérique qui est en consolidation, en construction, avec l'appui de l'État, pour véritablement créer des emplois à votre tour, être des employeurs, tel que Madame l'a dit tantôt. C'est aussi de consolider ce tissu de start-up numérique, puisque l'économie numérique est le futur du monde. Il y a 10 ans, 15 ans, les majors, c'était les sociétés pétrolières, ExxonMobil, Total, etc. Aujourd'hui, si vous prenez les 10 majors du monde, on vous parlera de Google et des autres. Et dans 10 ans, certainement, beaucoup d'entreprises traditionnelles disparaîtront. Et c'est de nouvelles créations. Et ce qui existera n'existe pas encore. Ça veut dire que ce sera créé d'ici 10 ans. Et l'Afrique doit être capable de participer dans ce processus de création du futur. Nous l'avons dit, nous avons raté la révolution industrielle, c'est dû à l'histoire. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, pour la 4e révolution du numérique, l'Afrique a les outils pour compétir dans les mêmes conditions. Et comme nous avons une richesse culturelle sans limite, je pense que nous partons même avec des avantages, pourvu que l'infrastructure puisse suivre. Et là-dessus, notre État est en train de bâtir une société numérique. Ici à Diamniadio, il y a un parc numérique qui sera en construction dans quelques mois. Nous aurons le plus grand supercalculateur d'Afrique, y compris de l'Afrique du Sud. Nous serons dans cet environnement-là. Cette jeunesse si dynamique, nous devons participer dans les contenus, dans l'Internet des objets. Je pense que c'est comme ça que demain, nous aurons également nos Einstein africains. Il vous faut être innovant, il vous faut être optimiste et confiant. Et nous serons au rendez-vous, en tout cas, du donner et du recevoir, mais surtout en donnant plutôt qu'en recevant. Je vous remercie.